C'est la dernière partie de votre matinale. Nous sommes ensemble depuis 7h30. Et pour ce moment, nous allons à la découverte d'un artiste plasticien congolais qui a fait ses études ici, qui a commencé sa carrière ici, mais qui a longtemps évolué à l'étranger, en Afrique du Sud particulièrement. À peu près de 15 ans, il est de retour. Il est artiste plasticien, il est conférencier sur l'art. Il parle beaucoup de la culture, de l'histoire de l'art congolais. Patrick Takama est avec moi dans ce studio. Bonjour, bienvenue à vous. Je ne sais pas comment vous appelez, maestro aussi, comme ça qu'on vous appelle aussi. Vous avez certainement des gens qui aspirent à devenir comme vous, n'est-ce pas? Oui, sans doute. Non, pas maestro. Pas maestro. Non. Alors, bienvenue, voilà. Artiste plasticien Patrick Takama. Maître, voilà, maître, c'est beaucoup plus mieux. Maître, bienvenue maître. Bien, merci. Je pense que plus modestement, je suis un amoureux de l'art. Ouais. Et mais de l'art en général. C'est pour ça même quand on dit artiste plasticien, beaucoup d'artistes aujourd'hui n'acceptent pas ce terme. Il est un peu restrictif. Ils disent artiste visuel. Parce que il touche généralement à plusieurs médiums, la photographie, la peinture, ainsi de suite. Généralement, on peut peut-être commencer par une discipline, mais après, en étant ses aptitudes à d'autres. Il y a des milliers de millions de Congolais en RDC, à l'étranger, qui sont à votre découverte. Et dit, mais c'est jeune artiste qui parle très bien. Merci. Après 15 années passées en Afrique du Sud, votre français reste impeccable. Je voudrais commencer par le début. Vous avez étudié ici à l'Académie des Beaux-Arts, c'est ça? Oui, en fait, j'ai fait des études de mathématiques physiques au départ. Et je me destinais à des études en astronomie. Seulement, on n'a pas forcément les filières qui y mènent. En tout cas, c'est pas clair. Hein. J'ai appris après que si on fait physique ou mathématiques, on a des notions d'astronomie et peut-être qu'en maîtrise, on pourrait donc faire l'astronomie. Alors, je ne savais pas. Cela, je le dis pour les parents dont les enfants ont envie de faire l'astronomie, l'astrophysique et d'autres matières comme celle-là. Comme celle-là. On a une stagiaire ici qui est encore, je dirais, adolescente, qui étudie à l'Institut, je crois, IPG, je ne sais plus comment on dit ça exactement. Oui. Elle veut faire la robotique. Heureusement que vous allez donner des conseils qui vont les aider. Oui, la robotique, ça aide beaucoup le travail et notamment, par exemple, pour les handicapés, ça peut les aider à effectuer un certain nombre de choses. Et donc après, je me suis donc orientée vers les arts plastiques. Mais avant ça, mon père, il faisait de la peinture et de la poésie à la maison. Donc j'ai grandi dans une ambiance où on avait de la discussion autour des arts. Et c'est peut-être ça qui m'a amené vers la peinture. Mais vite, j'ai commencé par écrire d'abord de la poésie. Et j'ai rencontré un critique d'art qui s'appelle Badi Banganemouine autour des années 2000. Pendant 6 ans, j'ai travaillé aux côtés de lui, n'est-ce pas, en critique d'art. Et j'allais de temps en temps voir des amis qui faisaient de la peinture. Voilà comment c'est arrivé. Alors là, jusque-là, vous n'avez pas encore fait l'Académie des Beaux-Arts? Non, là, je faisais des études d'architecture. D'architecture. Voilà, mais comme c'est dans une même enceinte, j'allais souvent voir des professeurs et des étudiants en peinture avant de choisir cette filière. Mais chez moi, en fait, l'appétence pour la peinture a toujours été liée à la réflexion. Donc je ne suis pas un artiste au sens simplement matériel du terme, mais je suis vraiment quelqu'un qui aime l'art, qui aime l'histoire, qui aime la lecture, et ainsi de suite. Et c'est cet aspect précisément que j'exploite à travers le magazine, on en parlera, le magazine que je lance. Le magazine qui s'appelle Lobby. Lobby. Donc, comme hier et comme demain. Vous êtes directeur de publication du magazine culturel Lobby. Avant peut-être d'arriver à ça, alors, vous êtes aussi conférencier sur l'art. Vous donnez des conférences à la fois en RDC, mais aussi en Afrique du Sud. Oui, je donne beaucoup de conférences au Congo, notamment à l'Académie des Beaux-Arts. J'en ai donné aussi à ce qu'on appelle l'Institut des Beaux-Arts, qui est en fait le cycle secondaire de la formation. J'en ai donné aussi à Lubumbashi, au centre d'art Waza de Patrick Mudekereza. Je compte peut-être y aller encore cette fois-ci. En Afrique du Sud, j'expose déjà donc comme artiste, mais j'aide aussi d'autres artistes à exposer. Donc je suis curateur, comme on dit, ou commissaire d'exposition. C'est-à-dire je crée des concepts d'exposition
autour d'une thématique, autour d'une démarche artistique, et je rassemble des œuvres que je montre au public. On va essayer de voir quelques-unes de vos œuvres et vous nous en direz un peu la thématique, c'est quoi derrière ces œuvres. Alors, celle-ci, par exemple, je crois voir une dame qui essaie de prendre une photo où on voit, c'est derrière, on va dire, comme ça, en étant simple. Ouais. Qu'est-ce que c'est, artiste de Patrick Takama? Bien, d'abord, c'est l'Instagrammeuse ou la TikTokeuse. En fait, c'est la femme d'aujourd'hui. Puisque j'ai remarqué dans les arts du Congo, on représente la villageoise. Ou alors, on représente une modernité qui est un petit peu décalée. Mais moi, je représente la femme moderne que vous voyez dans la rue, en fait. Vous la voyez dans la rue et sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ce que je représente. Et si je la représente de dos, c'est parce que souvent, elle est de dos. Dans les réseaux sociaux, de dos, de face, bon. Et puis aussi, quand j'ai commencé à représenter les femmes de dos, j'ai remarqué que c'était pas fréquent en peinture. Guylain, il ne faut pas tout prendre déjà. On reste d'abord sur les 3 premières images, Guylain. Parce que ça, on va changer de thématique par ici, oui. On risque de changer de thématique, voilà. Oui, donc en fait, la femme de dos, c'est une possibilité de représentation. Je me suis posé la question au départ, est-ce qu'on est belle que de face? Je pense que non. Et donc, j'ai commencé à les représenter de dos et je me suis rendu compte en fait que ce n'était pas usité, c'était vraiment rare. Et je m'en suis tenue à ça. Effectivement, il y a des commentaires de tous ordres, vous imaginez bien, sur le côté probablement érotique du personnage, mais j'assume complètement parce que le corps, il est également, il a aussi cette dimension. Sexuelle. Absolument. Oui. Et donc, tout est sexualisé même. Oui, en fait, nous vivons... Ça reflète la réalité d'aujourd'hui. Absolument. Nous vivons dans un monde hypersexualisé. Cela étant dit, quand même, on était nus avant de s'habiller. Et en Afrique, on était un peu moins habillés qu'aujourd'hui, avant la colonisation. Donc je pense que, d'ailleurs, dans la peinture, puisque je m'intéresse à l'histoire de l'art, il y a une œuvre du Titien, qui est un artiste vénitien, je pense, enfin italien, qui représente 2 femmes. Il y en a une qui est richement habillée, c'est l'attachement au bien de la terre. Par contre, une autre qui est nue, la Vénus qui est nue, représente la Vénus Célestis, celle qui est dépouillée et qui représente l'amour pur. Le nu et la nudité, d'une manière générale, représentent... C'est un peu plus élevé que le fait d'être habillé. Absolument. Ouais. Ça révèle, ça montre le dépouillement. Ouais. Et peut-être la beauté, mais au sens le plus strict, hein, le plus primal, pour ainsi dire. Ah, d'accord. Donc, et moi, je vois le monde d'aujourd'hui. Toutes les filles, ou presque, ont tendance à pouvoir se prendre des photos qui montrent leur dos. C'est ça. Ouais, c'est une tendance aujourd'hui. Ce n'est pas que dans la peinture, enfin dans le dessin, je pense que je suis l'un des rares qui le fait, ici au Congo. Même en Afrique du Sud, j'ai pas vu, pourtant ils sont très bien pourvus, pour le moins que l'on puisse dire. Mais c'est assez rare en Afrique du Sud, enfin j'en vois pas. Des femmes qui prennent des photos où on voit... Non, je veux dire les artistes qui montrent ce côté de choses. Qui montrent ce côté-là, la face B pour ainsi dire. Mais en écriture, on a Alain Mabankou qui parle d'un personnage qui s'appelle Fessologue dans un de ses livres qui s'appelle Black Bazar. Il y a des artistes italiens qui montrent cette partie, il y a des cinéastes aussi, ainsi de suite. Moi, je pense en fait que c'est une face, c'est comme la face cachée de la Lune. C'est-à-dire, c'est une autre façon d'envisager la beauté. C'est comme aussi quand on prend des photos, généralement on les prend de manière frontale, mais on peut les prendre en contre-plongée, de bas en haut ou de haut en bas. Il faut changer d'angle et j'ai pensé que c'était possible de le faire. Voilà. Il n'y a rien de mal à ça, en tout cas, parce que c'est visible. Alors, mais vous savez, l'artiste, son rôle n'est pas moral, c'est amoral. C'est-à-dire qu'il dresse un miroir devant la société, il montre ce qu'il voit. Et moi, j'ai choisi de regarder un angle qui est sans doute aussi intéressant, du moins pour les hommes, hein. Mais il y a les femmes aussi qui apprécient la beauté. Quelles sont les réactions des femmes, les spectatrices qui viennent voir vos œuvres? Elles ont quelle réaction généralement? Je vais vous dire un truc. Il y a un monsieur qui s'est présenté comme un conseiller pour les artistes contemporains. Je suis allé le voir en Afrique du Sud. Et il m'a dit, mais tiens, tu risques d'avoir des problèmes avec les associations de femmes qui pensent que tu les chosifies.
Les féministes. Oui, vous savez, le même jour, j'avais un rendez-vous, non, disons une semaine après, j'avais un rendez-vous avec une galerie dont les assistantes, la galerie était dirigée par une directrice, donc une dame, et puis les assistantes étaient toutes des dames. Elles ont vu mes œuvres, elles ont aimé directement, et je leur ai posé la question, est-ce que ça vous gêne? Elles m'ont dit non, pas du tout. Elles sont belles comme ça. Donc la réaction est très différente. Et la réaction des femmes aussi, il y en a une qui est juriste et professeure, enfin, elle a fait un PhD en droit à UCT, la plus grande université africaine, qui est établie à Cape Town. Et je lui ai dit, est-ce que ça te gêne d'être montrée comme ça, ou que les femmes se montrent? Elle me dit, pas du tout. Donc en fait, il y a une différence entre l'idée que les associations, soi-disant de protection des femmes, montrent et l'image que les femmes elles-mêmes montrent. D'ailleurs, c'est elles-mêmes, les TikTokeuses et les Instagrammeuses, qui postent ces vidéos-là. C'est ce qu'on appelle influenceuse. Influenceuse. Oui. Voilà. Donc la tendance, c'est celle-là. Le booty shaking aux États-Unis, le twerking, etc. Ben, voilà. Donc je pense en fait, et les danses africaines traditionnelles. C'est la même chose. D'ailleurs au Congo on est réputé, hein, c'est les hanches, le bassin, le mouvement du bassin. La rumba, tout ça, c'est le mouvement du bassin. Bien qu'on ne soit pas aussi pourvu que les Sud-Africaines comme vous l'avez dit. Oui, mais on bouge un peu plus. Un peu plus. Allez-y. Allez, d'accord. Oui, donc voilà, je me suis dit un petit peu pour... Mon objectif au départ n'était pas outrancier, et d'ailleurs je pense que je reste quand même dans les normes, puisqu'il ne s'agit pas de pornographie ici. Justement. Il s'agit de sensualité, il s'agit de beauté. Et vous savez, quand vous mettez un pantalon, vous voulez bien que ça tombe correctement sur les formes du corps. Donc il y a une chercheuse, Lydia McIntyre, je crois, de l'université de Édimbourg en Écosse, qui a fait une étude sur les fesses et le blue jeans. J'ai lu un article de 2016 dans l'Express qui parlait de ce sujet. Donc en fait, on peut parler de ce sujet de plusieurs façons. D'un point de vue anthropologique, par exemple, on a étudié ce qu'on appelle les Bushmen en Afrique du Sud par rapport à leur protubérance antéro-postérieure, donc la projection de leurs fesses, etc. Et donc on peut étudier sur le plan biologique pourquoi. C'est une réserve du corps. Puis j'ai aussi lu que les femmes qui ont le ventre plat et les fesses plus importantes, elles ont moins de problèmes de santé. De santé, ça j'ai lu ça également. Voilà, alors je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais ça pourrait être intéressant. Par ailleurs, en tant qu'artiste, j'ai pensé aussi qu'on devrait revoir l'anatomie artistique, puisque les planches que nous utilisons en Afrique, ben, écoutez, c'est la reproduction du type gréco-romain. Puisque les arts académiques, du moins ceux que nous pratiquons jusqu'ici, sont nés depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ en Grèce et ont été transformés un petit peu ou repris par la Renaissance, sont passés par les académies en Europe. La Renaissance, c'est France. La Renaissance, c'était en Italie, surtout. Ah, et puis, en France, on les a repris dans les académies, dans ce qu'on appelait le néoclassicisme, c'est-à-dire qu'on a repris les bases de l'art grec et romain, mais on y a ajouté de la rigueur, et plus tard, cette rigueur a asséché la formation, et c'est pour ça, entre autres, que les artistes ont demandé d'avoir un peu plus d'air. Ils ont produit ce qu'on appelle l'impressionnisme, et plus tard, l'art moderne, celui de Picasso. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus d'art contemporain où il y a le primat du mental sur l'exécution de l'œuvre. Voilà. Et quand vous dessinez comme ça, vous partez de quoi exactement? Alors, des vraies personnes ou des vraies photos aussi, des vraies influences? Voilà, oui. Donc je pars des photos souvent, puisque on n'a pas forcément le modèle dans son atelier, mais je peux partir, et je le fais aussi, de personnes que j'ai devant moi. Okay. Oui, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous avons une variété que nous donne la photographie aujourd'hui. Nous sommes à une période du temps où nous pouvons avoir plein de modèles de toutes les races et de manière instantanée. Et moi, je fais une exploration de la beauté, mais dans sa pluralité. Les Sud-Africaines sont d'une beauté différente des femmes nilotiques, lesquelles sont d'une beauté différente des femmes sénégalaises, lesquelles sont d'une beauté différente des femmes turques, qui sont différentes des japonaises. Et moi, j'ai donc ce plateau, ce buffet de beauté, et je pioche là-dedans. Là-dedans, exactement. Alors, on va passer vite, mais entre-temps, vous êtes aussi écrivain de fiction. Ce qui vous a amené à écrire, à pouvoir publier maintenant aussi. Absolument. Ouais. Alors, il y a, j'aimerais quand même apporter des nuances ici. Ouais. Il y a ce qu'on appelle un auteur
l'auteur en écriture, c'est une personne qui écrit généralement des livres documentaires, mais il peut écrire aussi de la fiction. Mais on dit auteur d'une manière générale, c'est un terme générique. Un écrivain, généralement, c'est celui qui écrit des œuvres de fiction. C'est-à-dire, il peut s'inspirer de la réalité, mais il parle de choses imaginaires ou imaginées. Et il y a aussi ce qu'on appelle la fiction documentaire, c'est-à-dire je peux partir du documentaire, c'est-à-dire de ce que je vois concrètement, et je crée une histoire pour raconter. Par exemple, je peux raconter l'histoire de Papa Wemba de manière romancée, mais en prenant des informations correctes. Et donc moi, je fais un peu de tout ça. En tant qu'écrivain, j'ai gagné un concours national dans le cadre de Yambi Congo Wallonie-Bruxelles, qui était un festival, ou presque, hein, parce qu'à un moment, il se posait la question, est-ce un festival, est-ce que c'est autre chose? Mais en tout cas, il y a eu une rencontre en Belgique où 150 visas d'artistes ont été donnés aux artistes congolais dans plusieurs domaines, la photographie, la musique, l'écriture. Et moi, j'avais été sélectionnée avec Fiston Mwanza Mujila, un écrivain. Nous avons séjourné en 2007 à l'automne au château du Pont-d'Oie, qui appartient à la famille Nothomb, dont on connaît bien Amélie Nothomb, best-seller. Pratiquement la plupart de ces livres sont des best-sellers. Donc j'ai séjourné dans leur château, en face de leur maison. J'ai fait 3 semaines et j'ai fait le reste de mon temps à Bruxelles dans le cadre on va dire une formation, une visite en tout cas, du musée de la littérature. À mon retour, j'ai créé un centre culturel à Matete, sur Nzela Banounou, un centre culturel qui recevait aussi bien ceux qui faisaient du théâtre, de la comédie, mais aussi un groupe de jazz. Banounou. Matete. Pour créer un centre culturel. Bon, c'est pas à l'échec déjà, ça fait long feu quand même. Mais vous savez, oui, tout à fait. Mais enfin, il faut dire ceci, que Matete, comme toutes les zones de Kinshasa, toutes les communes, sont peuplées d'étudiants. Ça, on oublie souvent. Hein. Ouais, ça, c'est vrai. Oui, c'est-à-dire en fait que la réputation de Matete peut être, n'est-ce pas, d'avoir des catcheurs, des karatékas, etc., une certaine brutalité qui se réfère au passé de Matete. Par contre, les jeunes ont grandi, sont allés à l'école, à l'université, et donc il y a quand même un public, et c'était souvent plein. Je me rappelle que j'ai reçu l'éditeur belge Christian Lutz, des éditions Le Cri, je ne sais même pas si l'édition existe encore. Il est venu à Matete, et j'avais plus de 50 jeunes qui sont venus. Et j'ai présenté 7 livres, coup sur coup. Hein. Et ils étaient là, ils aimaient. Wow. Ouais, donc, moi, je suis là pour démythifier, en fait, le livre. Je pense, en fait, qu'on raconte mal les histoires. C'est pour ça que les Congolais ne lisent pas. La musique, par exemple, vous rencontrez des musiciens ici qui viennent tout le temps. C'est toujours plein. L'audience est pleine. Pourquoi? Parce qu'au-delà de la musique, ils racontent tout ce qui est autour. C'est-à-dire l'histoire de l'artiste. Est-ce qu'il a une femme? Est-ce qu'il a 2 femmes? Ainsi de suite. Et moi, je pense, en fait, qu'on a asséché l'environnement des arts plastiques. On raconte pratiquement le CV de l'artiste, au lieu de montrer dans quoi il vit. Parce que ce qu'il vit informe, comme on dit en philosophie, informe son œuvre. Donc, et vous écrivez sur quoi principalement? Alors moi, par exemple, là je suis en train de travailler sur l'artiste Ndamvu. C'est un grand peintre qui a vécu à l'époque de Mobutu et qui est décédé à l'entrée de Kabila père. Ce qui est assez intéressant parce qu'en fait il a travaillé pour Mobutu, ou en tout cas à l'époque de Mobutu. C'était aussi un de ses amis, on dit. Mais avec Kabila, on a détrôné non seulement Mobutu, mais tout le système de l'art. Et donc, je ne parle pas que de l'artiste, hein, c'est précisément cela. Je ne parle pas que de l'artiste, je parle de tout l'environnement, aussi bien politique, économique, du mobutisme. C'est-à-dire, en fait, que les bourgeois de Mobutu, c'était eux les principaux acheteurs. Et après que Mobutu soit parti, eh bien, on a changé de bourgeoisie. Le nouveau pouvoir est venu avec une autre bourgeoisie, mais qui n'était pas forcément encline à l'art. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, l'art congolais a de sérieux problèmes. Et les artistes contemporains... C'est une bourgeoisie qui aimait encore seulement la musique, peut-être essentiellement. Peut-être. Mais non, moi, je ne pense même pas que la musique a plus de... Oui, de l'emploi, ouais, parce qu'à l'époque, la bourgeoisie mobusienne aimait et la musique et l'art. Elle était une bourgeoisie cultivée. Cultivée. On dit que Mobutu lui-même a beaucoup profité de l'entourage du colonel Powys de Ten Bosch, qui est de la famille royale belge, et qui est un des colonels, vous pouvez lire ça dans certains ouvrages, notamment Authentically African de Sarah Burden, qui est un livre qui étudie l'authenticité et les œuvres d'art qui doivent être rétrocédées. Hein. C'est une idée des années 70.
Et Sarah Burden dit en fait que ce colonel a participé au premier coup d'État. Et c'est pour ça qu'il est resté à la maison civile du chef de l'État. Et c'était lui l'agent payeur en fait. Et c'est lui qui aurait donné du goût, qui aurait communiqué le goût de l'art à Mobutu. Je sais que c'était quelqu'un qui parlait bien, qui aimait bien le beau, mais ce monsieur, sa présence à ses côtés a fait que Mobutu non seulement s'est intéressé au beau, mais il a influencé ses ministres et donc toute la bourgeoisie qu'il a créée, lesquels, samedi et dimanche, étaient toujours dans les galeries de l'Académie pour acheter, au prix que les artistes imposaient, leurs œuvres d'art. Et après, quand cette bourgeoisie est partie, nous avons eu la bourgeoisie de Kabila père, qui n'a pas eu le même intérêt pour l'art. Bon, il faut dire que c'était une période difficile où il y avait donc la contribution à l'effort de guerre. Et donc, je ne pense pas qu'il pouvait mobiliser de la même façon que Mobutu, qui a vécu pratiquement dans la paix pendant près de 32 ans. C'est vrai aussi. Voilà, donc le climat de paix. Vous voyez, donc moi, quand je parle de l'art, je parle de tout. Justement, de l'histoire. De l'histoire. Oui, c'était une bourgeoisie maquisarde aussi, on va dire. Voilà. Ah, okay. Qui allait à l'utile, hein, qui était assez spartiate pour ainsi dire. Oui. Alors, et en 2007, vous créez ce centre culturel, vous démystifiez le livre, les jeunes viennent, on vous comprend, on lit davantage. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous retrouviez plutôt en Afrique du Sud? Eh bien, alors que j'animais le centre culturel, il y avait juste avant la publication d'un article sur moi dans le livre de Roger-Pierre Turine, Art du Congo d'hier à nos jours, et on y montrait mes dessins. Donc j'ai reçu un appel du Centre culturel français pour une exposition individuelle de dessins, et mon frère qui est en Afrique du Sud, qui est médecin, m'a fait la proposition de faire la même exposition à Cape Town. Et vous êtes resté. Et donc voilà, comme on dit souvent, on sait quand on part, mais on ne sait pas quand on revient. Ah, J'y suis resté 15 ans. C'est beaucoup quand même. C'est énorme. Cela étant dit, j'ai laissé ma bibliothèque de 3000 livres ici à Kinshasa. De tout et de rien. Oui, surtout, il y avait quand même beaucoup d'art et de littérature, notamment de littérature belge, puisque quand je revenais de la Belgique, on m'avait donné plus ou moins 100 ouvrages. Romans, histoire de la littérature belge, ainsi de suite. Une littérature d'ailleurs qu'on ne connaît pas bien au Congo. Hein. Okay. On ne connaît pas Nicolas Ancien, Thomas Ganzig et tout ça, qui sont des écrivains belges, de très bons écrivains belges. Nathalie Nothomb, on la connaît un peu plus parce qu'elle publie en France. Et voilà. Donc j'ai appris un petit peu sur la littérature belge. J'ai laissé mes livres. J'avais créé la bibliothèque avec l'apport de Anissé Mungala, qui était alors directeur de la chaire UNESCO à l'université de Kinshasa, qui était mon oncle, qui malheureusement est décédé. C'est lui qui assurait les frais, enfin qui payait les frais le loyer. Oui. Donc j'ai quand même été aidé par certaines personnes. Et quand je suis arrivé à Cape Town, j'ai dû oublier carrément ce que j'ai fait à Kinshasa. Et très vite, les activités ont périclité. En fait, elles ont fait 1 ou 2 années. Et là, je suis tombée sur un vrai pactole, on va dire ça comme ça. Je suis tombée sur 1200 ouvrages, dont 600 romans et documentaires, et aussi sur des magazines. Et c'est là ça a été la base de ma bibliothèque en Afrique du Sud. Et alors, jackpot, je suis tombée sur des ouvrages sur le Congo belge. Donc, le guide touristique au Congo belge, Rwandais, Burundi, publié en 1951, où il y a des cartes. Écrit en anglais? Non, écrit en français. En Afrique du Sud, oui. Absolument. C'était l'Alliance française qui voulait renouveler sa bibliothèque. Et le directeur de l'époque, un ancien de l'armée française, a dit il ne voulait pas voir les livres en triple dans sa bibliothèque. Et il voulait les jeter en disant qu'il n'y a pas de lecteurs francophones. Il avait donné quelques livres comme ça, je pense, dans les écoles françaises, et il en restait. Et je l'ai surpris en disant, je vais prendre tout ça. Il me dit, alors, avant 10 heures, tu enlèves ça. Et c'était une aubaine, j'ai appelé la voiture, on a tout pris. Et ça se trouve où maintenant? Ça se trouve chez moi à Cape Town. Okay. Et j'ai pas juste pris les livres, je les ai lus. Bon, parce que vous savez, j'ai fait l'animation lecture, enfin je suis animateur lecture pour les jeunes, mais je le fais aussi pour les adultes. La présence du livre n'implique pas la lecture. Il faut un intermédiaire et c'est l'animateur, le rôle de l'animateur. Et donc moi je lis des livres, naturellement, et j'ai lu les livres sur l'histoire du Congo. Donc j'en ai appris plus en Afrique du Sud sur le Congo qu'ici. Parce que vous êtes tombé sur des livres qu'on retrouve presque plus ici. Et puis je demandais à ma fiancée, qui est ma femme aujourd'hui, de m'acheter les livres auxquels je ne pouvais pas avoir accès. Et donc elle m'a acheté des livres sur la rumba de Manda Chebois, elle m'a acheté des livres sur le Congo, sur les arts du Congo, les romans
de Incoli Jambofane, enfin bref. Chaque fois que quelqu'un allait en Belgique, par exemple, ou en France, il me ramenait des livres sur le Congo. Ouais. Donc j'en sais presque autant que les Congolais qui vivent ici. Et votre femme aujourd'hui, si vous permettez que je la cite, oui. c'est Christelle Zalia qui vous accompagne énormément dans ce que vous faites. Oui. Absolument, elle est notamment partenaire à mon magazine, à notre magazine qui s'appelle Lobby. Voilà. Le terme a été utilisé à bon escient parce qu'il s'agit de parler du temps, mais dans sa continuité du passé au futur. Heureusement qu'on a un mot qui l'exprime si bien. Mais vous savez, souvent... C'est une richesse quand même. Absolument, on a souvent dit du mal du lingala et d'autres langues, on dit c'est pas pauvre, le même mot peut dire, c'est comme moto, hein, qui peut dire plusieurs, qui est polysémique. Oui. Mais la polysémie, c'est pas de la pauvreté, il faut le dire directement au quinois. La polysémie, ça montre que nous avons une capacité d'adaptabilité du mot dans différents contextes. Et là, précisément, il s'agit du temps. Apparemment, nos ancêtres n'avaient pas cette coupure occidentale entre le passé et le futur. Enfin, ça dépendait du contexte. C'était le temps. Le temps, ça C'était l'être du temps, mais en fonction du contexte. Waouh. Lobi torosala, lobi tosalaki. Wow. Et donc, pour moi, lobby, c'est le temps, simplement. Vous parlez de l'ouvre, plutôt du magazine. Il y a cette œuvre aussi devant moi. Patrick Tankam, on va commenter rapidement. Qu'est-ce que c'est? Oui, ça s'appelle Diversity, c'est la diversité. Ouais. Bon, j'ai commencé à parler un peu d'anglais parce que bon, j'ai quand même travaillé pas mal. J'ai travaillé dans le monde corporate, j'ai travaillé dans les entreprises pendant 14 ans. En faisant quoi? J'ai travaillé dans des... j'étais... je fais du télémarketing, donc je donnais des conseils au téléphone, notamment, souvent. J'ai travaillé beaucoup au téléphone, à des personnes qui faisaient des à qui que j'aidais pour leurs prestations de déménagement international. Ça, c'était la première entreprise pour laquelle j'ai travaillé. Ensuite, j'ai travaillé pour des sociétés d'aviation et ensuite, j'ai travaillé pour des sociétés de jeux. Et donc, j'ai travaillé pour 4 sociétés comme ça. Et pendant mes week-ends, en fait, comme j'avais un peu d'argent, donc, c'est aussi un conseil que je donne aux artistes. Donc, si ça va pas dans les arts, c'est pas rentable directement, vous pouvez faire autre chose au lieu d'attendre. Hein. Enfin, c'est mon expérience. D'ailleurs, il y a un beau livre qui s'appelle « Le second métier des écrivains ». Et dans ce livre, on vous dit que la plupart des écrivains, presque 80%, ils font toujours autre chose. Il travaille dans un ministère, il est enseignant. Il est médecin aussi. Il est médecin, il est policier, mais il est passionné par l'écriture et donc il écrit. Et moi, donc, ma passion, c'était les arts visuels. Et le week-end, je préparais, je faisais mes œuvres. Et après, donc, je contactais les galeries. J'exposais partout, y compris à la Bibliothèque centrale de Cape Town. Alors, parlons de ce magazine Lobby. Il est à ça. C'est déjà paru déjà? Absolument. Oui. Donc là, c'est mon 2e numéro, c'est un magazine trimestriel. Je l'ai commencé l'an dernier, en août. J'ai sorti seulement, il y a quelques semaines, le 2e numéro. On peut le voir, hein, le magazine. Oui. Je peux le toucher? Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ok. Donc, alors c'est écrit Lobby, 2e numéro, Art, Histoire, Société. Voilà. Si on peut m'aider à zoomer rapidement, alors que vous commentez justement ce numéro. En fait, ma femme m'a fait un cadeau d'anniversaire en me disant que je pouvais peut-être, si je voulais, publier mon premier roman et tout ça. Et moi, je me suis dit que ce serait peut-être bien d'en faire un magazine. Pourquoi? Parce que les livres sur l'art paraissent plus ou moins tous les 10 ans. Et souvent, c'est écrit par des auteurs étrangers. Mais un magazine vous met beaucoup plus près de l'actualité de l'art. Et j'ai pensé que... J'ai utilisé en fait une technique artistique qu'on appelle le détournement. C'est-à-dire on peut prendre un objet du quotidien et lui donner un sens artistique. Et pour moi, le détournement, c'était au lieu d'écrire un roman, au lieu d'écrire une œuvre de fiction, je peux faire en sorte que beaucoup d'artistes soient visibles en même temps et comme ça tous les 3 mois. Wow. Actuellement, je suis à la recherche, je m'en cache pas, je suis à la recherche de partenaires et de sponsors, parce que cette activité doit respirer. Je suis en train de puiser dans mes ressources pour le produire, mais j'ai besoin d'en faire un peu plus, et donc, voilà. Parce que vous immortalisez les artistes aussi. Absolument. Et ce magazine... vous avez senti la qualité du magazine. Oui, voilà. C'est pas imprimé ici, en Afrique du Sud. Ouais. C'est imprimé en Afrique du Sud. Donc, j'essaie de garder, de conserver la qualité. Et pour continuer, dans le temps, il faut des moyens. Il faut des gens qui s'associent à moi. Et moi, je m'associerai à eux. Non seulement des marques, mais aussi, pourquoi pas, des activités culturelles. C'est à quel public que vous avez pensé comme ça?
Alors moi, je ne suis pas démagogue, en fait, je ne dis pas que la culture c'est pour tout le monde. Okay. Idéalement, ce serait pour tout le monde si le niveau d'éducation était, donc instruction, on appelle education en anglais, c'est l'instruction. Hein. Ouais. Mais ici, le mot éducation, c'est aussi bien l'instruction que la culture. Voilà. Puisque l'instruction ne suffit pas. Vous allez à l'école, vous apprenez les mathématiques et le français, mais vous ne devenez pas forcément lecteur. Donc les activités culturelles, c'est ça qui fait que vous soyez un homme éduqué, mais dans la, comment dire, globalement. Merci, il est temps. Il est 11h et c'est la fin de cette matinale. C'était très passionnant d'échanger avec vous. J'ai beaucoup appris. J'ai vu même un philosophe en vous, tellement que vous en avez dévoré les livres en Afrique du Sud, j'imagine. Merci beaucoup Merci. de Ça a votre plu à accueil. beaucoup de millions de Congolais de vous découvrir. On n'a pas fini de voir toutes vos œuvres. Si Dylan peut faire passer rapidement, simplement, on ne va pas commenter les dernières images, les autres œuvres. Ça, c'est le magazine Lobby. Oui, tout à fait. Ça encore, ça c'est C'est une exposition que j'ai faite en Afrique du Sud. Voilà. Et puis voilà, une autre exposition aussi. Je crois que les Sud-Africains ont beaucoup aimé de vous voir. Vous y retournerez, bien évidemment. Oui, sans doute. Je suis un ambassadeur du Congo en Afrique du Sud. Et vous me ramènerez peut-être, pourquoi pas, quelques livres. Sans doute, pourquoi pas. Sans doute. et de la musique sud-africaine. Ok, Oui. elle est intéressante. Sans doute, ouais, très très intéressante. Merci beaucoup. Je vous en prie. Christelle Balikwisha qui nous a suivis, qui a beaucoup aimé aussi votre femme. Oui, en Merci. effet. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. C'est par ici que prend fin cette matinale. Jean-Marie Kazambou est là pour le journal en langue. Mais moi, je me permets quand même de dire exceptionnellement bonjour. Et j'encourage, en tout cas, on a des stagiaires, des jeunes gens de 15, 16, 17 ans qui passent leur stage en régie ici, aux côtés de nos réalisateurs. Alors, je vais saluer ici, je salue l'ingénieur Samuel Akinja. Alors, lui, il est de Lista Kinshasa. Je salue Kata Vika. Il est de l'Itigombe. Voilà, Itigombe. Persion Kalouangila, Itigombe également, et Grâce Toussamba, Itigombe. Alors, l'Itigombe nous a envoyé beaucoup de jeunes élèves qui passent leur stage ici. Ils sont en rotation. L'équipe qui est en ce moment avec moi, c'est l'équipe composée de Qatar, Persion, Grâce. Merci aux parents d'avoir fait, à l'école d'abord, et aux parents d'avoir fait confiance à Télé 50, qui est une grande école. C'est la fin de la matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de vos programmes. D'abord avec le journal en langue avec Jean-Marie Kazambou.